J'entre tout de suite dans mon propos en vous présentant une liste chronologique de 10 œuvres qui vont nous servir dans l'espace de cette communication de corpus commun. 1941, Louons maintenant les grands hommes de James Agee et Walker Evans, reportage photographique et littéraire sur la vie quotidienne de paysans pauvres de l'Alabama durant la Grande Dépression américaine dans les années 30. 1961, Chronique d'un été d'Edgar Morin et Jean Rouch, film documentaire qui fut l'acte de baptême d'une expression aujourd'hui un peu oubliée mais qui tend à revenir, à savoir la catégorie de cinéma vérité. 1965, création de L'instruction de Peter Weiss, pièce de théâtre qui repose sur un montage de transcription issu du second procès d'Auschwitz qui s'est déroulé à Francfort entre 63 et 65. 1967, Titicut Follies, premier film du documentariste Frédéric Wiseman, qui décrit les conditions de vie de détenus d'un hôpital psychiatrique pénitentiaire aux États-Unis. Et film qui va être emblématique de ce qui, tout au long, à partir des années 60, s'appelle cinéma direct ou direct cinéma. 1979, parution de Notes, livre de photographie de Raymond Depardon, où celui-ci consigne son expérience de la guerre civile libanaise, puis de la première guerre d'Afghanistan. 1986, Moos, un survivant raconte, d'Art Spiegelman, sans doute l'une des premières bandes dessinées documentaires ou de non-fiction, dans laquelle Spiegelman rapporte visuellement et verbalement le témoignage de son père, rescapé d'Auschwitz. 2000, L'adversaire d'Emmanuel Carrère, enquête littéraire autour de l'affaire Jean-Claude Roman, affabulateur pathologique, assassin de sa femme, de ses enfants et de ses parents. 2000, toujours, Dans le nu de la vie de Jean Hatzfeld, qui est un recueil de témoignages de rescapés du génocide rwandais et qui, pour Hatzfeld, va ouvrir une série de 4 autres ouvrages, toujours consacrés au génocide rwandais et basés sur le même principe d'enregistrement et de composition écrite de témoignages oraux. 2008, Valse avec Bachir d'Harry Folman, qui est sans doute l'un des premiers films documentaires d'animation, dessin animé documentaire, dans lequel Folman retrace ses efforts pour se remémorer sa présence lors du massacre de Sabra et Shatila durant la guerre du Liban en 1982, présence que sa mémoire a manifestement refoulée. Enfin, 2014, une pièce de danse, Archive, du chorégraphe israélien Arkady Zaides, qui présente et active corporellement sur le plateau des extraits vidéo documentant différentes situations d'affrontement et de violation des droits de l'homme dans les territoires occupés. Ces vidéos étant tirées du fonds d'archives d'une ONG israélienne de défense des droits de l'homme qui s'appelle Betzler. Bien, alors, en regard de cette liste, je fais ici le pari, ou j'ose espérer, que nous serons tous d'accord pour considérer que tous ces objets constituent des représentations artistiques non fictionnelles. Il s'agit de représentations, en ce sens qu'elles portent toutes sur des choses ou des événements qui transcendent l'espace matériel de l'œuvre. Il s'agit d'œuvres d'art, c'est du moins de cette manière qu'elles sont perçues et catégorisées par les institutions artistiques. Et enfin, elles sont non fictionnelles, en ce sens que les objets de la représentation, choses, individus, événements, ils sont posés comme existants ou ayant effectivement existé dans le monde, bref, comme ne relevant pas d'une invention de l'imagination. Mon objectif dans cette communication sera au fond assez simple. Il s'agira d'analyser le sens de ces 3 termes et surtout de leur conjonction, représentation artistique non fictionnelle. Cependant, comme on ne peut pas batailler sur tous les fronts à la fois, je tiendrai provisoirement pour acquises les notions d'art et de représentation.
Du côté de l'art, je m'en remettrai temporairement à une solution de type institutionnel. En substance, est de l'art ce que le monde de l'art reconnaît comme tel, et en l'occurrence, il se trouve que nos objets sont bien reconnus ainsi. Et du côté de la représentation, je me donnerai la définition opératoire suivante. Une représentation est un artefact public, chose ou événement, dont la fonction est de renvoyer à autre chose que lui-même et de transmettre de l'information à son sujet. Je ne vais pas développer outre mesure cette définition. Elle a seulement au moins peut-être deux avantages. D'une part, de révoquer l'idée de représentation mentale. Une représentation ici, en tant qu'artefact public, cela n'existe jamais seulement dans la tête. Et également, second avantage, que je ne vais pas trop développer, d'interdire l'idée d'auto-représentation. Un objet, ici, n'est jamais le représentant de lui-même, ou plus exactement, si X est une représentation, cela signifie que l'objet de la représentation est toujours différent de X. Bien, ces notions d'art et de représentation étant ici minimalement caractérisées et temporairement neutralisées, c'est vers la non-fictionnalité que je vais me diriger et essayer de comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que ces représentations sont non-fictionnelles. Et une fois cette analyse opérée, je ferai retour vers les deux notions laissées en jachère. Et il s'agira alors pour moi, en revenant vers l'art et la représentation, non pas tant d'analyser ces concepts que, au fond, d'examiner dans quelle mesure ils se trouvent profondément ou moins profondément transformés et reconfigurés par les œuvres de non-fiction. Alors, j'en viens donc à la non-fictionnalité. De prime abord, il pourrait être tentant, au fond, de rapporter le partage de la fiction et de la non-fiction au statut ontologique des objets représentés, lesquels seraient réels dans le cas de la non-fiction et non réels dans le cas de la fiction. Une telle corrélation de type sémantique, c'est-à-dire centrée sur le statut ontologique des référents, ne résiste cependant pas longtemps à la réfutation, puisqu'on peut toujours constater un phénomène de double dissociation entre, d'un côté, la nature des objets et de l'autre, le statut fictionnel ou non fictionnel des représentations. Tout simplement, d'un côté, une représentation d'objets non réels n'est pas nécessairement une fiction. Songez simplement au cas de l'erreur et du mensonge, représentation d'objets non existants, mais qui n'est pas pour autant une fiction. Et de l'autre côté, même si cette seconde dissociation n'est pas admise par tous, il semble toujours possible de produire des fictions à propos d'objets bel et bien réels. C'est, me semble-t-il, le cas dans le roman historique, le théâtre historique, ou encore dans tous les biopics et toutes les reconstitutions historiques produites par le cinéma de fiction. Dans tous ces cas, les objets ou les référents de la représentation sont réels, il s'agit d'existants historiquement attestés dans le monde, Jules César, Napoléon, la campagne de Russie, mais relativement à ces objets, le ou les auteurs de la représentation proposent, grâce à différentes techniques ou procédés comme le jeu de l'acteur ou comme l'intromission dans l'esprit des personnages, eh bien, relativement à ces objets, les auteurs produisent un point de vue et un accès épistémique qui n'a pas pu avoir lieu dans le monde. Un point de vue et un accès épistémique empiriquement impossible. Ces points de vue et accès, reposant alors de la part des producteurs sur une opération de faire semblant, sur un comme si ludique et partagé, et exigeant du côté de la réception, pour fonctionner, eh bien, quelque chose comme une suspension temporaire de l'incrédulité, pour reprendre la fameuse formule de Coleridge. Cette suspension temporaire de l'incrédulité, ce serait quoi? Eh bien, ça tiendrait dans les slogans suivants. Faites comme si l'assassinat de Jules César avait lieu sous vos yeux, ou devant la caméra, dans le cas du film, ou encore, faites comme si vous étiez dans la tête de Napoléon et aviez constamment accès à ses pensées, dans le cas, mettons, d'un roman historique avec focalisation interne et, par exemple, le discours indirect libre. Tels seraient, au fond, les différents slogans ou figures du faire semblant
qui fondent des pratiques fictionnelles telles que le roman, le théâtre ou le cinéma historique. Donc, c'est mon premier point, il y a toujours une dissociation possible, double dissociation même, entre le statut ontologique des objets et le statut de fictionnalité ou de non-fictionnalité des représentations. Et cette double dissociation, évidemment, incite clairement à se démarquer de toute approche qui serait unilatéralement sémantique et plaide plutôt en faveur d'une approche pragmatique, c'est-à-dire centrée sur le type d'action communicationnelle réalisée par les fictions, et donc également sur le type d'intention qui préside à leur accomplissement. Alors, c'est chez Searle que l'on trouve l'une des premières formulations de cette approche pragmatique, et la définition pragmatique de la fiction tient alors en une phrase: l'auteur d'une œuvre de fiction feint, pretends, d'accomplir une série d'actes illocutoires, normalement de type assertif. Pour le dire de manière plus ramassée, plus efficace, l'auteur d'une œuvre de fiction feint de faire des assertions. L'essentiel tenant évidemment dans cette idée de feinte ou de feintise, en anglais pretense ou to pretend, qu'il s'agit alors d'analyser plus avant. Il faut cependant noter que la théorie searlienne de la fiction est strictement limitée au domaine des énoncés et des actes de langage. Elle ne prétend rien dire de la fictionnalité des œuvres iconiques, filmiques, photographiques ou picturales. Et on va le voir, c'est une limite importante pour notre démarche ici. En effet, il serait évidemment tentant de prendre appui sur cette définition pragmatique pour notre propos et de simplement la renverser. On soutiendrait alors qu'une représentation non fictionnelle, en définitive, c'est une représentation assertée. Ou encore, mais ça ne fait qu'expliciter la notion d'assertion, soutiendrait que l'auteur d'une représentation non fictionnelle s'engage quant à la vérité du contenu représenté P et quant à sa propre croyance dans la vérité de P. Le trait caractéristique alors de la non-fictionnalité consisterait en termes pragmatiques dans l'engagement assertif du producteur de la représentation, engagement dont un auteur de fiction se trouve précisément délié du fait de la feintise ludique qu'il propose. Un auteur de fiction, ça produit des assertions feintes ou non sérieuses, tandis qu'un auteur de non-fiction, quant à lui, asserte pour de bon, pour de vrai, et doit alors nécessairement faire face à toutes les conséquences pragmatiques que cet engagement suppose. Bien. Nous avons sans doute un peu avancé, et il est certain que l'idée d'engagement assertif constitue une composante cruciale de la non-fictionnalité. Cette composante demeure cependant insuffisante, me semble-t-il, pour caractériser l'ensemble du champ et doit encore être complétée par d'autres éléments. Et ce, au moins pour 3 raisons. D'une part, comme je viens de le dire, la théorie searlienne de la fiction ne concerne que les énoncés verbaux, de sorte que toute tentative de généralisation, et notamment d'exportation en direction des images, risque de se payer soit d'un affaiblissement du modèle assertif, soit d'une multiplication, au fond quelque peu ad hoc, d'actes d'assertion, fins ou non fins, qui, extérieurs aux images elles-mêmes, seraient toujours à entendre de manière seulement implicite ou contextuelle. En effet, peut-on dire qu'une image en tant que telle asserte quoi que ce soit ? Certes, on pourrait objecter qu'une image dans tel ou tel contexte de présentation peut se voir dotée d'une indéniable force assertive et que c'est en définitive le contexte et les usages que l'on fait de l'image qui permet de savoir si elle doit être reçue comme assertée ou non assertée. Soit, le contexte supplée. Pourtant, quand bien même on admettrait cette idée d'assertion implicite et contextuelle, déduite des usages de l'image bien plus que de l'image elle-même, la question du contenu propositionnel asserté par l'image n'en demeure pas moins. Quelle serait la proposition P assertée par l'image ? L'image en tant que telle ne peut pas le dire. Et ce
cette incapacité à extraire un contenu propositionnel, elle est encore plus forte dans le cas de certaines images de type indiciel ou mécanique, essentiellement des images photographiques et filmiques, qui ont pour propriété étonnante de pouvoir donner à voir, de pouvoir représenter des choses que l'auteur de la représentation ignore parfois lui-même, est incapable de reconnaître ni même de viser. Au fond, représenter ce que l'on ne connaît pas ou ce que l'on ignore, c'est l'une des grandes nouveautés introduites par la photographie dans le champ de la représentation et qui, évidemment, rend extrêmement problématique ici l'application du modèle assertif. Ces limites, donc, dans l'application de l'idée d'assertion au champ iconique, incitent peut-être pas tant à rejeter l'approche pragmatique qu'à la doter d'un nécessaire complément qui, au fond, prendrait en charge des éléments plus directement internes à la structure et à la genèse des images, et notamment des éléments propres à caractériser la manière dont elles s'articulent ou pas au monde. Bref, des éléments de type sémantique, cela même que j'avais éliminé en commençant. D'autre part, seconde raison, qui plaide vers un élargissement au-delà de la seule pragmatique, même si l'on s'en tient au seul domaine des énoncés, si l'on met de côté les images. Il faut encore noter qu'à l'intérieur même du modèle proposé par Searle, la logique pragmatique de l'assertion, de l'engagement personnel quant à la vérité et à la croyance dans la vérité de la proposition assertée, eh bien, cette logique même de l'assertion renvoie, pour ainsi dire d'elle-même, à des considérations d'ordre sémantique ou plus exactement épistémique. Searle, toujours dans le même article, précise les différentes règles qui conditionnent la réussite d'une assertion. Parmi ces règles, que je ne commenterai pas, ce sont les règles préparatoires, que j'ai mises en gras, qui vont m'intéresser. Énonçant que le locuteur doit être en mesure de fournir des preuves, evidences, ou des raisons à l'appui de la proposition, cette règle préparatoire formule au fond simplement le fait qu'on ne peut asserter tout et n'importe quoi, indifféremment à toute espèce de validation empirique et argumentative, sans du même coup cesser d'être un locuteur fiable et écouté. L'acte d'assertion n'est pas qu'affaire d'intention ou d'attitude subjective, il appelle de lui-même ses raisons et ses éléments de preuve, au sens anglo-saxon léger et non formel de evidence, entendu par opposition au sens logico-mathématique de proof. Cette logique interne de l'assertion plaide donc en faveur d'un retour des considérations sémantiques, peut-être plus exactement épistémologiques, au cœur même de l'analyse pragmatique. Asserter, c'est avoir quelques bonnes raisons d'asserter. Et s'interroger sur le type d'engagement accompli par l'auteur d'une représentation sera donc également, si l'on fait l'hypothèse d'un engagement assertif fort, s'interroger sur le type de preuve ou de raison à même de fonder et de faire partager un tel engagement. Et c'est donc, du même coup, examiner à nouveau les liens référentiels, génétiques, argumentatifs, qui permettent d'articuler la représentation au monde et de soutenir qu'elle est bien le cas. Enfin, troisième motif, qui d'une certaine manière revient à notre liste d'œuvres, même si on passe outre les limitations régionales de l'approche pragmatique, et que l'on se dote par exemple d'une notion très générale qui serait propre à caractériser la fiction dans son ensemble, par exemple en proposant des notions telles que le faire semblant ou telles que la feintise ludique en général. Donc même si on se dote de ce genre de notions transversales ou transmédiales, il n'en demeurera pas moins un hiatus, au fond, entre une détermination strictement négative de la non-fictionnalité, qui consisterait alors dans un ne pas faire semblant, ne pas feindre, d'autres termes, être sérieux, d'un côté, et de l'autre, les œuvres de notre corpus qui, au-delà de ce simple sérieux ou de ce simple ne pas faire semblant, paraissent déployer des formes d'articulation au monde nettement plus spécifiques et positives que ce simple sérieux négatif. Ces trois motifs, donc,
appelle à élargir la détermination pragmatique de la non-fictionnalité, détermination qui serait principalement négative, au fond, ne pas feindre, ne pas faire semblant, élargir cela en direction d'une détermination plus positive, touchant cette fois aux modalités par lesquelles la représentation non fictionnelle prétend bel et bien s'articuler au monde et au réel. Par souci de différenciation vis-à-vis de cette simple figure négative, j'appellerais désormais cette détermination positive factualité ou représentation factuelle. Dès lors, la question sera la suivante. En quoi consiste la factualité d'une représentation? Et pour répondre à cette question, je vais faire retour vers les œuvres de notre corpus et, pour ainsi dire, les passer en revue. Et ce faisant, nous verrons se dégager, au fond, trois grands types de moyens, ou plus exactement de sources informationnelles, sur lesquelles se fondent les représentations, à savoir le témoignage, l'enregistrement et le document. Témoignage, enregistrement, document. Louons maintenant les grands hommes, associe le témoignage verbal de James Agee aux enregistrements photographiques de Walker Evans. Chronique d'un été est l'enregistrement sonore et filmique des interactions de Rouch et Morin avec un groupe de jeunes étudiants et ouvriers au long de l'été 1960. L'instruction de Peter Weiss est un montage de documents tirés du procès d'Auschwitz, documents qui eux-mêmes consistent dans des transcriptions de témoignages. Titicut Follies est l'enregistrement sonore et filmique d'événements plus ou moins quotidiens au sein de l'hôpital psychiatrique de Bridgewater. Note de Depardon associe l'enregistrement photographique à de brefs témoignages écrits, des notes précisément, disposées en regard des photographies. Maus de Spiegelman est un témoignage iconique et verbal à propos d'un autre témoignage, celui de son père. L'adversaire de Carrère est principalement du côté du témoignage, même si certains extraits de sa correspondance avec Roman sont reproduits dans l'ouvrage, où il fonctionne alors également comme des documents. Dans Le nu de la vie d'Hatzfeld, enregistre par l'écriture les témoignages oraux de rescapés du génocide rwandais. Valse avec Bachir est un témoignage visuel rapportant les souvenirs du réalisateur quant à la guerre du Liban de 82. Enfin, Archive de Zaides présente et commente corporellement des documents audiovisuels tirés des archives d'une association de défense des droits de l'homme. Trois types de sources d'ancrage empirique, donc, lesquelles, comme on vient de le voir, peuvent parfaitement se combiner entre eux et même se viser les uns des autres dans des superpositions au carré, au cube, de représentation. Témoignage, propos d'enregistrement, enregistrement de témoignage, etc., etc. Chacune de ces trois notions mériterait évidemment une séance en soi, voire un séminaire en soi, et je vais me contenter ici d'indiquer quelques pistes définitionnelles et problématiques. Pour ce faire, je traiterai d'abord ensemble le couple témoignage-enregistrement, et je n'ajouterai le document qu'ultérieurement à titre de pièce complémentaire dans mon dispositif. La base empirique commune du témoignage et de l'enregistrement tient dans une relation initiale de coprésence entre l'objet représenté et le sujet auteur de la représentation. On ne peut témoigner que de ce à quoi l'on a soi-même assisté, et l'on ne peut enregistrer que les signaux présentement accessibles à l'appareil enregistreur. On ne peut enregistrer ni le passé ni l'avenir. Sur cette base commune, coprésentielle donc, enregistrement et témoignage diffèrent quant à leur dépendance vis-à-vis des croyances de l'auteur-opérateur de la représentation. Le contenu d'un témoignage est strictement dépendant des croyances de l'auteur quant à l'objet représenté. Pour témoigner de quelque chose, il faut à minima
que je puisse intentionnaliser ce quelque chose, le viser et l'identifier comme ceci ou comme cela. Bref, un témoignage possède un contenu conceptuel qui dépend des croyances du sujet humain. À rebours, le contenu d'un enregistrement est quant à lui partiellement indépendant des croyances de l'opérateur. Pour prendre l'exemple de la photographie, quelles que soient mes croyances quant à la nature de l'objet photographié, l'image lumineuse de ce dernier viendra automatiquement et mécaniquement s'inscrire sur la pellicule. J'insiste cependant sur le caractère très partiel de cette indépendance vis-à-vis des croyances, dans le cas de la photographie, qui ne concerne en définitive qu'un moment très limité, mais pourtant essentiel de l'ensemble du processus photographique, celui précisément de l'enregistrement, c'est-à-dire de la capture de l'information et de son stockage sur un support stable, en l'occurrence la pellicule argentique ou le fichier numérique. J'insiste sur ce caractère partiel, car en amont comme en aval du strict moment de l'enregistrement, et donc de la capture de l'information, on retrouve bel et bien une dépendance vis-à-vis des croyances et des intentions du photographe. Dépendance qui touche par exemple à la sélection de la scène, au cadrage, au réglage de l'appareil, et en aval, au développement de l'image, à l'impression et, plus encore aujourd'hui, à la retouche et à l'édition numérique de l'image. Il n'en demeure pas moins qu'au sein de cette dépendance vis-à-vis des croyances, en amont et en aval, il n'en demeure pas moins qu'en un moment précis du processus, quelque chose dans le contenu représenté échappe radicalement aux croyances et aux visées de l'opérateur, de sorte que l'on peut alors parler d'un contenu, au moins partiellement, non conceptuel. Cette opposition formelle entre témoignage et enregistrement, d'un côté, dépendance vis-à-vis des croyances et contenu conceptuel pour le témoignage, de l'autre, indépendance vis-à-vis des croyances et contenu non conceptuel pour l'enregistrement. Cette opposition entre témoignage et enregistrement donc implique une conséquence intéressante, à savoir le fait que le caractère mécanique ou non conceptuel de l'enregistrement va entraîner un inévitable déficit d'identification de l'objet représenté. Toujours pour prendre l'exemple de la photographie, une photographie, dans un usage non déceptif et non manipulateur, nous fournit bien une preuve d'existence. Quelque chose a effectivement eu lieu, là devant la caméra, et ce quelque chose est la cause au moins partielle de l'existence même de l'image. Mais, dans la plupart des cas, je ne peux savoir ce qu'est au juste ce quelque chose, savoir précisément de quoi l'enregistrement est enregistrement, qu'en mobilisant un savoir latéral souvent considérable et ou en m'appuyant sur les éléments contextuels fournis par le photographe ou l'institution. De ce point de vue, il semble important de distinguer peut-être entre deux questions. D'une part, la question de la référentialité, qui au fond serait d'emblée réglée par le dispositif photographique. Ça réfère bien à quelque chose sur un mode dit indiciel, d'un côté, et de l'autre, la question de l'identité du référent, c'est-à-dire de l'identification des choses ou des faits référés. Le médium photographique est au fond, à lui seul, incapable de régler cette question de l'identification du référent, si du moins l'on entend ici par identification, non pas une identification générique, un homme, une montagne, une rivière, mais l'identification d'individus et d'événements particuliers, tel homme, telle date, tel lieu. De ce point de vue, le témoignage aurait une structure exactement inverse. Puisque son existence dépend des croyances du témoin et de la manière dont il vise et conceptualise les objets représentés, la question de l'identification s'y trouve d'emblée réglée. La représentation porte en elle et communique les aspects sous lesquels tel ou tel objet est identifié. En revanche, du fait de son ancrage dans la croyance et la visée intentionnelle d'un sujet, c'est l'existence même du référent qui se trouve potentiellement sujette à caution. Sans même ici parler, bien sûr, du cas du faux témoignage, qui est encore une autre
Un autre cas de figure. Enregistrement et témoignage s'opposeraient donc de la manière suivante. Du côté de l'enregistrement, automaticité de la référence, mais indétermination relative du référent. Et du côté du témoignage, détermination intentionnelle du référent, mais problématicité relative de la référence. Enfin, mais je serai bien plus rapide quant à cette remarque, puisqu'au fond elle se déduit de notre liste d'œuvres, je voudrais insister sur le fait que ce partage, au fond, formel et idéal entre témoignage et enregistrement ne recouvre en aucun cas un partage entre des médiums et encore moins un partage entre représentation iconique et représentation verbale. Un témoignage peut tout à fait être iconique, comme dans le cas d'un dessin pris sur le vif ou d'après le souvenir, et comme l'attestent dans notre liste les œuvres de Spiegelman ou Follmann. Ce qui compte en l'occurrence, c'est la base coprésentielle de la représentation. Certes, on pourra toujours objecter que les conditions de l'identification de l'objet ne jouent pas exactement de la même manière dans le cas d'une image et dans le cas d'un témoignage verbal, et que la détermination intentionnelle du référent dans le cas d'une image est beaucoup plus délicate à circonscrire. Néanmoins, le double critère de la coprésence et de la dépendance vis-à-vis des croyances joue à plein dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le champ iconique comme dans le champ verbal. Réciproquement, un enregistrement peut parfaitement être de nature verbale, qu'il s'agisse d'un enregistrement sonore ou écrit. On pourrait, à première vue, penser que la littérature non fictionnelle est tout entière du côté du témoignage. Ce serait cependant une erreur, puisqu'il y a au moins une chose que la littérature peut enregistrer de manière parfaitement mécanique, avec aussi peu de filtres intentionnels ou subjectifs que la photographie, et cette chose, ce sont précisément les énoncés et les inscriptions verbales qui peuplent notre monde. Face aux énoncés et aux inscriptions, la littérature peut au fond se faire simple machine à enregistrer, à transcrire et à copier. Et elle le fait. Bien. Nous disposons donc maintenant de deux formes ou moyens pour les représentations factuelles, le témoignage et l'enregistrement. Le contenu de ces deux moyens a nécessairement pour limite le cercle inévitablement restreint des choses auxquelles on peut être coprésent. La limite du témoignage et de l'enregistrement, c'est la coprésence. Cette limite peut cependant être dépassée grâce à un troisième élément, celui que j'ai annoncé, à savoir le document. Et par document, j'entendrai ici une trace qui emmagasine de l'information, on peut éventuellement ajouter sur un support stable, et qu'un usage second instaure comme preuve, indice ou signe de ceci ou de cela. Tous les enregistrements et tous les témoignages passés, dès lors qu'ils sont stockés sur des supports stables, écrits, enregistrés, peu importe, peuvent devenir des documents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être repris dans un usage second qui nous indiquera précisément de quoi ils sont le document. En revanche, tout document, vu la définition que j'ai donnée, tout document n'a pas nécessairement en lui-même à être témoignage ou enregistrement. Une pièce administrative, un contrat, peuvent tout à fait devenir des documents. Bien plus, le caractère artefactuel de l'objet n'est pas même une condition nécessaire. Un fossile peut devenir, dans l'usage qu'en fait un géologue, un document. Cette asymétrie conceptuelle, où tout témoignage et tout enregistrement passé peut devenir un document potentiel, tandis que la notion de document excède au fond de très loin le champ de l'enregistrement et du témoignage, excède même de très loin le seul champ des artefacts humains. Cette asymétrie explique peut-être pourquoi le terme de document, et plus encore l'adjectif documentaire, puisse relativement à nos objets, au fond, d'une certaine manière, fonctionner à la fois comme genre et comme espèce. Toutes les œuvres factuelles produisent du document, au moins à titre potentiel,
vont toujours être repris comme documents de ceci ou de cela, et sans doute s'explique de cette manière la diffusion de plus en plus nette du label ou de l'appellation documentaire pour qualifier ces œuvres, et plutôt que d'œuvres factuelles, j'aurais, en suivant au fond les usages et les pratiques contemporaines, peut-être plutôt pu parler d'œuvres documentaires. Œuvres factuelles, au fond, dans l'empirie, ça équivaudrait aujourd'hui à œuvres documentaires. Donc d'un côté, document et documentaire peut fonctionner comme genre englobant, et de l'autre, cependant, seules quelques œuvres factuelles font effectivement usage de documents préexistants. Les films de montage d'archives le font, l'instruction de Peter Weiss le fait, mais Chronique d'un été de Jean Rouch et Morin ou Kitticut Follies de Wiseman ne font pas usage de documents. Ils produisent du document potentiel, mais ils ne font pas usage de documents. Ce sont des enregistrements sonores et visuels. Enfin, c'est tout. Bien, comme le temps presse terriblement et que j'ai promis 2 ou 3 choses à propos de l'art et de la représentation, je vais droit au but. Par œuvre factuelle, j'entends des représentations artistiques non fictionnelles qui consistent principalement dans des témoignages, des enregistrements et ou des documents, ou encore dans toute combinaison de ces 3 termes. Avec une telle notion d'œuvre factuelle, nous disposons maintenant au fond de 2 outils propres à cerner l'ensemble de la non-fiction. L'un général et en un sens négatif, les représentations non fictionnelles, entendues comme représentations assertées, avec toutes les difficultés déjà mentionnées qu'implique l'idée de représentation assertée. Et de l'autre côté, un outil plus déterminé, à savoir les représentations factuelles, qui, appartenant à l'ensemble des représentations non fictionnelles, se caractérisent cependant par une série de moyens et de dispositifs spécifiques, le témoignage, l'enregistrement et le document, lesquels déterminent en retour pour les objets de la représentation une dimension empirique forte. C'est de fait qu'il s'agit. Cette dualité d'outils, représentation non fictionnelle, représentation factuelle, cette dualité d'outils permet au passage de réserver une place à des genres qui sont tout à la fois non fictionnels et non factuels. Je songe ici notamment à l'essai littéraire ou cinématographique, et au fond, de manière plus générale, à tout ce qui, au sein de la non-fiction, ne s'intéresse que de manière très lointaine à quelque chose comme des faits, et qui propose plutôt des évaluations, des raisons, des arguments, des indignations, des éructations, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, pas de faits. Avoir non fictionnel et factuel permet de prendre en charge ce phénomène. En quoi ces œuvres factuelles, dont je viens plus ou moins laborieusement de cerner le périmètre, en quoi ces œuvres factuelles modifient-elles notre concept de représentation? Jusqu'à l'invention de la photographie, la représentation, qu'elle soit iconique ou verbale, a toujours également engagé un acte de modélisation. Représenter X ou Y à travers une suite d'énoncés ou un ensemble de marques visuelles s'accompagne nécessairement d'une opération de configuration ayant valeur de généralité transférable. Ce que je veux dire par là, c'est que représenter par exemple une suite d'événements dans un récit, c'est également disposer d'une théorie minimale de l'action et des enchaînements causaux, d'un ensemble de thèses implicites quant à ce qui dans le monde peut être compté comme sujet d'une action, comme cause, comme effet, etc. De façon semblable, peindre un paysage ou un portrait, c'est aussi proposer un modèle quant à la manière dont le divers des sensations visuelles s'assemblent en formes et figures colorées, et quant à la façon dont des objets reconnaissables peuvent surgir depuis ces formes aspectuelles. Bref, représenter, ce serait toujours également, au-delà des objets visés par la représentation, proposer une certaine mise en forme du monde, voire, si on souscrit à l'irréalisme de Nelson Goodman, tout simplement et directement faire des mondes.
Si cette puissance de configuration concerne au même titre les représentations fictionnelles et non fictionnelles, aussi bien donc les romans que les chroniques, les scènes de genre que les portraits historiques, elle ne se manifeste cependant jamais aussi bien que dans le cas des fictions, puisqu'alors la puissance modélisante se déploie, pour ainsi dire, libre et nue, débarrassée des contraintes mais aussi de l'appui d'un référent particulier. Et ceci explique sans doute le primat axiologique accordé aux fictions dès la naissance de la poétique. Si on suit le chapitre 9 de la poétique d'Aristote, l'objet de la littérature, et peut-être implicitement de tout art représentationnel, c'est, en un sens, la généralité du vraisemblable, une certaine typique des comportements, des choses et des événements tels qu'ils vont, le plus souvent, la plupart du temps, et sans doute pas la particularité de certains faits attestés. Et c'est précisément en raison de cette généralité, c'est-à-dire de cette puissance de modélisation inhérente à l'opération fictionnelle, que la littérature, c'est connu, peut être considérée par Aristote comme plus noble et plus philosophique que l'histoire. Cependant, cette puissance qui se manifeste exemplairement dans le cas des fictions, elle peut tout autant s'appliquer à des événements réels, lesquels se trouvent alors en quelque sorte colonisés par la logique fictionnelle du vraisemblable. Comme le dit Aristote toujours au chapitre 9, rien n'empêche que certains événements réels ne soient de ceux qui pourraient arriver dans l'ordre du vraisemblable et du possible, et l'on peut alors en être le poète. Si bien que dans cette optique de la poétique classique, le réel ne semble en définitive jamais être qu'un cas particulier du possible, demeurant soumis aux mêmes normes de vraisemblance et d'intelligibilité, à la même opération poétique de configuration et de modélisation. Encore, pour emprunter une expression à Barthes que je vais développer dans quelques instants, on pourrait dire que les objets de la poétique classique sont facultativement réels. Peu importe au fond qu'ils aient ou non véritablement eu lieu, puisqu'ils se trouvent tous absorbés dans un seul et même espace, celui ouvert par la généralité du possible et par l'opération poétique de modélisation. Je fais l'hypothèse, guère originale, que l'irruption de la photographie, ou sans doute plus exactement de l'idée de photographie, a profondément modifié un tel concept de représentation. Barthes, dans un passage de La Chambre claire auquel je viens de faire allusion, caractérise cette rupture à travers l'opposition modale du facultatif et du nécessaire. J'appelle référent photographique non pas la chose facultativement réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose nécessairement réelle qui a été placée devant l'objectif, faute de quoi il n'y aurait pas de photographie. Le discours de Barthes sur la photographie est à bien des égards critiquable, hyper essentialiste, sans aucun doute très réducteur. Néanmoins, cette opposition ici du facultatif et du nécessaire a le mérite d'indiquer de manière claire et ramassée ce qui, dans l'idée de la photographie, fait historiquement rupture. D'une part, le rétablissement de principes, le rétablissement d'une hétérogénéité de principes entre objets réels et objets fictionnels, hétérogénéité que la poétique classique du vraisemblable tend fatalement à ignorer en la diluant dans l'espace général des possibles configurés. D'autre part, corrélativement, un déplacement et une modification du concept de représentation dont le centre de gravité tiendrait dès lors moins aux traditionnelles opérations de modélisation qu'à un pouvoir spécifique d'attestation. Une représentation dont le référent est nécessairement réel affirme ces deux choses à la fois. Son étanchéité vis-à-vis de l'espace fictionnel des possibles et sa valeur en tant qu'indice ou preuve potentielle, bien plus que comme modèle ou explication. Cette idée, qui précisément n'est rien d'autre qu'une idée, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le fonctionnement effectif de la photographie. En outre, pour être transférée vers d'autres médiums, au premier rang desquels la littérature, elle exigerait de sérieux aménagements. Par exemple, repérer
ce qui, dans les pratiques littéraires, relève également de l'enregistrement, ou bien, de manière plus encore lâche et métaphorique, considérer les fondements empiriques de l'engagement assertif, les indices, les preuves, les raisons sur lesquelles on se base pour asserter, au fond comme les équivalents cognitifs des processus causaux à l'œuvre dans la photographie. Un équivalent de ce qui se passe dans la photographie lorsque l'objet représenté fonde la validité de la représentation en tant précisément qu'il est la cause de la représentation elle-même. Et en effet, au-delà de toutes les fragilités ou limites de cet autre concept de représentation, c'est bien cette idée d'un engendrement causal de l'information que le modèle photographique, c'est bien à travers l'idée d'un engendrement causal de l'information, que le modèle photographique peut être élargi aux formes apparemment les plus éloignées, et notamment aux témoignages. Ce qu'ont en commun les témoignages et les enregistrements, c'est précisément cette idée d'une identité empirique entre le référent comme objet de la représentation et la source informationnelle qui les cause. Que le référent puisse être en même temps la source, c'est ce qui caractérise les représentations fondées sur la coprésence et leur confère leur puissance d'attestation. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que ce nouveau concept de représentation, qui en réalité est aussi vieux que la pratique du moulage ou des empreintes, il ne faudrait pas croire que ce nouveau concept de représentation, au fond, fondé sur une relation de type causal entre le signe et son référent, l'indicialité persienne, il ne faudrait pas croire que ce nouveau concept abandonne tout des puissances traditionnelles de la modélisation, ou du bon vieux concept aristotélicien de représentation. Le voudrait-il qu'il ne le pourrait point? Même un appareil photographique continue à modéliser le visible d'une certaine manière tout autant que le fait une peinture, et sans doute plus encore aujourd'hui, à l'heure de la photographie numérique. Un appareil photographique est chargé de théories optiques, il incorpore dans sa matérialité une série d'options technico-esthétiques, format de l'image, type d'objectif, focale, vitesse d'obturation, une série d'options technico-esthétiques que viendront prolonger les choix de l'opérateur. De façon analogue, un film documentaire ou un texte factuel ne peuvent pas ne pas opérer une mise en forme et une configuration de leur matière. Mise en récit, ordonnancement narratif ou thématique, montage, composition, etc. Ce travail intentionnel de la forme restaure ici une porosité avec les œuvres de fiction que le principe d'une étanchéité référentielle avait peut-être trop rapidement conduit à écarter. Simplement, ce travail cognitif de la forme opère désormais dans un espace où la conscience de l'effectivité du référent prime sur la valeur de généralité transférable du modèle que porte la forme. Au fond, ce qui importe maintenant, avant la modélisation inhérente à la mise en forme, c'est la référence à un existant singulier de chair et de sang. Donc, le point final de cet argument, c'est qu'il s'agit sans doute moins d'une pure et simple négation du concept antérieur de représentation que d'une différence d'accent et d'un changement de focalisation en direction du référent particulier et factuel. Bien, il est plus que temps de conclure et je vais me servir de ce temps conclusif pour aborder de manière inévitablement latérale et allusive, je m'en excuse, la question de l'art. Toutes les œuvres de notre corpus constituent justement des œuvres, c'est-à-dire des objets plus ou moins stables et pérennes venant peupler et enrichir notre monde culturel commun. De sorte que ces objets relèvent bien de la catégorie traditionnelle de poiesis. Mais ce sont également, et peut-être tout autant, des actions. Les représentations factuelles ont en effet pour condition de possibilité, en amont, une nécessaire suite d'interactions effectives avec le monde,
dans des processus tels que l'approche, l'enquête, l'entretien, bref, l'ensemble de la récolte d'informations. Et en aval, une fois jetées dans le monde, ces représentations continuent bel et bien à agir, en un sens, du simple fait de représenter ce qu'elles représentent, des existants. Je ne dis pas que cette agentivité de la représentation est ici une propriété exclusive des œuvres factuelles. Une fiction peut également être une action éminente. Des œuvres telles que Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn ou telles que Vie et destin de Grossman en sont des exemples éclatants, et leurs auteurs en ont d'ailleurs payé le prix fort. Je dis seulement qu'en regard de ces œuvres fictionnelles, la particularité des œuvres factuelles est de ne pouvoir en aucun cas se soustraire à une telle agentivité. Elles ne peuvent pas ne pas être actions. Alors qu'il est toujours possible ou loisible aux œuvres de fiction de mettre en avant le caractère, on va dire, pragmatiquement inoffensif de leur feintise ou faire semblant, de mettre en avant la clôture formelle de l'espace fictionnel. En revanche, puisqu'elles portent sérieusement sur des êtres de chair et de sang, les œuvres factuelles sont toujours aussi nécessairement des formes d'action menées dans le monde, et elles obligent à envisager alors dans toute sa généralité quelque chose comme une praxis de la représentation. Ce croisement relativement inédit de la poiesis et de la praxis interdit d'emblée une solution de facilité quant au problème du statut artistique de ces œuvres. En effet, il pourrait être tentant, parce qu'efficace et facile, mais en même temps faux, de soutenir que les œuvres factuelles, dans la mesure où elles n'inventent pas leur contenu mais le trouvent, eh bien, ne se qualifient comme œuvres d'art qu'au titre de leur seule élaboration formelle. En substance, puisque le contenu n'est pas inventé mais trouvé, seule la forme permettrait de qualifier la représentation comme œuvre d'art. Un argument qu'on trouve par exemple chez Genette à propos de la littérature. Or, une telle solution formaliste oublie tout ce qui, dans ces œuvres, relève non seulement d'une authentique poétique du contenu, qui touche à la sélection des objets, c'est-à-dire que si l'objet n'est pas inventé, encore faut-il aller le chercher, le trouver, le choisir, ce qui n'est pas rien. Donc, non seulement la solution formaliste oublie ce qui relève d'une authentique poétique du contenu dans la sélection des objets, mais également une certaine praxis d'ensemble qui touche cette fois aux modalités d'approche et d'interaction avec les sujets, en amont comme en aval du moment restreint de la représentation. L'idée d'une praxis de la représentation conduit ici à penser que ce qui fait art dans ces œuvres, c'est certes leur élaboration et complexité formelle, interne, mais également et peut-être tout autant la nature des interactions qui les ont générées et le type d'effets largement inanticipables qu'elles ambitionnent de produire. Interactions et effets qui ne peuvent évidemment pas ne pas être articulés à la forme elle-même et à sa complexité. Mêlant ainsi poiesis et praxis, les œuvres factuelles seraient-elles une énième version de la fusion de l'art et de la vie ? Je ne le crois pas. À la différence de l'art participatif et des diverses esthétiques relationnelles, à la différence des interventions performatives dans l'espace public, bref, à la différence de toutes ces œuvres qui consistent avant tout dans des gestes accomplis par l'artiste au sein de l'espace social, les œuvres factuelles ne s'épuisent pas dans la seule volatilité de l'action, dans la seule performance et intervention. Elles maintiennent bel et bien l'idée d'œuvres séparées, d'objets stables et pérennes qui peuplent notre monde commun, mais les idées d'œuvre et de représentation sont alors mises sous condition de leur inscription pragmatique dans le sérieux du monde. Elles sont des œuvres certes séparées, mais agissantes, émanant du monde et visant, peut-être sans trop d'illusions, à le transformer. Je vous remercie de votre attention.